Et bonjour à tous. Cette semaine, nous avons commencé un nouveau chapitre d'histoire, affirmation et mise en œuvre du projet européen. La problématique de ce chapitre est la suivante. Comment l'Europe s'affirme-t-elle de la guerre froide jusqu'à nos jours? Je vous propose ici une explication et une correction sur les derniers travaux que je vous avais demandé de faire. Nous reprenons donc les origines du projet. Cette photographie de François Mitterrand et d'Helmut Kohl se recueillant main dans la main devant l'ossuaire de Douaumont en 1984 et rendant hommage aux soldats des deux pays tombés pendant la Première Guerre mondiale. La symbolique de la réconciliation franco-allemande est l'un des motifs récurrents de la construction européenne. C'est en effet un message de paix que les deux hommes délivrent à travers leur attitude. Cette photographie représente la ville du Havre en 1944. L'urgence qu'il faut gérer après la Seconde Guerre mondiale, évidemment la reconstruction du pays. Les pays européens ont tout intérêt à s'allier pour éviter une prochaine guerre, mais également pour s'entraider dans cette reconstruction. Cette affiche représente 3 éléments majeurs. Un homme représentant les États-Unis d'Europe et 2 blocs figurant respectivement les États-Unis et l'URSS au moyen de leur drapeau. L'homme arbore un triangle sur lui, et il est dans une position lui permettant de s'insérer entre les 2 blocs figurés. Le slogan vient renforcer et compléter ce message iconographique. Nous comprenons alors que les États-Unis d'Europe veulent éviter l'écrasement dans le cadre de la guerre froide. Cette affiche française datant de 1948 présente sur un fond bleu Uncle Sam qui tient une caisse nommée Plan Marshall et dépose du ciment sur la carte de l'Europe. À droite, la Statue de la Liberté éclaire de son flambeau le travail de la reconstruction. Uncle Sam est l'allégorie des États-Unis, l'équivalent de notre Marianne pour les Français. Le plan Marshall est une aide financière octroyée par les États-Unis à l'Europe pour se reconstruire. L'acceptation de cette aide par les Européens signifierait le basculement dans le bloc de l'Ouest. Nous pouvons donc à présent construire notre première partie du cours aux origines du projet. L'Europe est détruite à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Les 2 raisons principales pour lesquelles de nombreux pays européens veulent s'unir, c'est d'abord la nécessité de reconstruire l'Europe, mais c'est aussi pour maintenir la paix après une guerre épouvantable qui a ravagé l'entièreté du continent. Il ne faut pas oublier qu'au moment où l'Europe commence à se construire, la guerre froide commence à se manifester. Les États européens qui s'unissent sont majoritairement bénéficiaires du plan Marshall et forment donc un front contre le communisme et favorable aux États-Unis. Nous allons maintenant pouvoir entamer notre grand 2, le fonctionnement de l'ensemble européen. Et nous allons reprendre ensemble l'ensemble des grandes étapes du projet européen. Cette affiche pro-européenne, produite par le mouvement anticommuniste Paix et Liberté, montre que la construction européenne naît dans un double contexte. D'une part, la verdure parsemée de fleurs suggère le retour à de la prospérité économique. D'autre part, le parapluie aux couleurs des pays de l'Europe occidentale est déployé contre une pluie de faucilles et de marteaux, symbole de l'URSS. Il s'agit de protéger l'Europe de l'Ouest de la menace communiste. Après les conflits de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle entre la France et l'Allemagne, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, veut créer une solidarité de fait, en plaçant les productions d'acier et charbon, essentielles à un pays en guerre, sous une haute autorité commune. Il veut rendre impossible tout conflit entre ces 2 pays. Cette déclaration débouche sur la création de la CECA en 1951, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, entre l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Cette affiche est diffusée à l'occasion de la signature des traités de Rome, acte fondateur de la Communauté économique européenne ou CEE en 1957, une union douanière et une coopération économique dans le but de créer un marché commun. Sur l'affiche, les 6 pays fondateurs sont mis en évidence et sont représentés par 6 jeunes femmes habillées de couleurs nationales, se donnant la main. Ce geste symbolise l'union des 6 pays. Voici des extraits des traités de Rome du 25 mars 1957. Dans l'article 2, nous pouvons voir la volonté de la mise en place d'un marché commun, alors que dans l'article 3, nous pouvons voir qu'il y a une volonté de mise en place d'un espace de libre circulation des hommes, des biens et du travail.
Le traité de Maastricht de 1992 approfondit la construction européenne sur 3 points: l'unification monétaire, l'établissement d'une politique de défense commune et la création d'une citoyenneté européenne. La CEE devient alors l'Union européenne. Nous pouvons reprendre l'ensemble des éléments que nous venons de voir dans un schéma pour le cours. Dans le cadre bleu, nous pouvons remettre le contexte, la reconstruction d'après-guerre et la guerre froide. Dans un deuxième cadre, ici en rouge, nous pouvons faire une place particulière aux pères fondateurs. C'est le nom donné aux principaux initiateurs de la construction européenne dans les années 1950. Il s'agit de Robert Schuman et de Gasperi, qui veulent créer une solidarité de fait, entre guillemets, pour favoriser la paix et la prospérité économique. Enfin, dans un troisième cadre, ici en vert, nous pouvons reprendre les 3 dates et les 3 organisations qui ont fait l'Union européenne comme on la connaît aujourd'hui. Afin de mieux comprendre comment fonctionne l'Union européenne, je vous laisse regarder une vidéo réalisée par touteleurope.eu. Croissance économique, promotion de la paix, libre circulation ou développement durable. Pour atteindre ces buts, l'Union européenne adopte régulièrement des lois. Elle est ainsi la seule à agir sur l'euro et à signer des accords de libre-échange. Tandis que d'autres domaines restent avant tout gérés par les États, comme la justice, la police ou encore le droit du travail. 4 institutions interviennent dans la plupart des décisions. Commençons par le Conseil européen. Celui-ci regroupe les 28 chefs d'État et de gouvernement des États membres. Ils y décident, à l'unanimité, des grandes orientations de l'Union européenne. Le couple franco-allemand y joue un rôle déterminant. La Commission européenne, elle, propose les textes de loi. Elle est composée d'un commissaire européen par État. Les propositions de la Commission sont modifiées et votées par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Avec ses 751 députés élus au suffrage universel direct, le Parlement représente les peuples européens. Le Conseil de l'Union européenne rassemble les ministres des États membres. Pour qu'une proposition de loi soit adoptée, Parlement et Conseil de l'Union européenne doivent s'accorder sur la même version. Une fois adoptée par l'Union européenne et après un délai pour que les États l'intègrent dans leurs droits, la loi s'applique partout en Europe. Si on résume ensemble, le Conseil européen est composé des chefs d'État et de gouvernement. Il fixe les grands objectifs. La Commission européenne est composée de 28 commissaires européens et a pour but de préparer les lois. Elle a donc un travail législatif. La Commission européenne propose des lois qui peuvent être modifiées par 2 autres instances. La première instance est le Parlement européen. Il est composé de 751 députés élus au suffrage universel. Il représente directement le peuple européen. La seconde instance est le Conseil de l'Union européenne. Il s'agit des ministres des États membres. Le Parlement européen et le Conseil de l'UE doivent se mettre d'accord pour qu'une loi soit véritablement adoptée et appliquée dans l'ensemble de l'Europe. Et nous avons terminé pour aujourd'hui. On s'arrête là et à la semaine prochaine. Passez une belle journée.